Le courant pour une écologie humaine propose de prendre une pause et de se recentrer sur l'être humain. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'ici, on part du principe qu'en prenant soin de la personne, dans une dynamique vertueuse, elle pourra alors prendre soin de son environnement. Ce qu'on valorise dans ce podcast, les personnes qui créent des chemins de sortie de l'époque moderne. Une vraie source d'inspiration. Alors, abonnez-vous. Bonjour Pierre-Louis Gerlier, merci d'être avec nous. Je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Pierre-Louis Gerlier, je suis à la fois diplômé d'une école d'architecture, d'un master d'urbanisme et d'un CAP de menuiserie, ce qui fait que je m'intéresse autant au global, à l'architecture dans son contexte urbain. Je m'intéresse également à la beauté de ce qui fait l'architecture, c'est-à-dire les détails. Alors Pierre-Louis, vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'Anna Heringer. Je vous laisse la parole. Anna Heringer est née en 1977. C'est une architecte d'origine allemande qui a fait ses études en Autriche. Avant de devenir étudiante en architecture, elle est partie au Bangladesh travailler pour une ONG locale dirigée par des gens locaux. C'est très important de travailler pour des locaux et non pour une ONG internationale qui intervenait là-bas. Et elle a une révélation qui va lui permettre de définir une stratégie en tant qu'architecte 8 ans plus tard, dans le cadre de la clôture de ses études. Il considère non pas d'importer des techniques et des matériaux, mais de faire avec le local, de faire avec le génie du lieu. Son projet, qu'elle a intitulé School Handmade in Bangladesh, donc c'est comme son nom l'indique, c'est une école qu'elle a imaginée en tant qu'étudiante lors de son diplôme, et elle a réussi à récolter des fonds à la fin de ses études pour entreprendre la construction de cette école au Bangladesh avec cette même ONG qu'elle avait découvert des années auparavant en tant que jeune volontaire bénévole. Et donc, ces stratégies, c'est vraiment faire confiance aux ressources déjà existantes et disponibles pour en tirer le meilleur parti. Quels sont les matériaux privilégiés par Heringer et pourquoi? Elle considère qu'il y a 3 ressources en fait. Il y a les ressources naturelles, les personnes sur place et la géographie. À partir de ça, elle a utilisé les matériaux locaux, donc c'est la terre, c'est le bambou, et elle a réalisé un bâtiment qui est non seulement écologique, mais qui est sublime, on peut le dire, et qui est devenu un élément de fierté, et ça c'est très important aussi, c'est devenu un élément de fierté pour les habitants locaux. Cette école, qui est construite au milieu de nulle part dans un village au fin fond du Bangladesh, il est visité par des gens du monde entier, et les habitants sont très très fiers de ce bâtiment. Et c'est devenu une part de leur identité. Tout de suite, son projet a eu beaucoup d'écho dans le monde de l'architecture. Tout d'abord, elle met en avant la modernité de l'architecture en terre. Elle n'est pas la seule. Il faut savoir que, par exemple, en France, on a la chance d'avoir une école d'architecture à Grenoble qui milite en ce sens pour faire reconnaître la modernité de l'architecture en terre depuis les années 70, fin des années 70. Il y a d'autres architectes en Autriche ou à d'autres endroits qui essayent de convaincre le monde de l'architecture sur la modernité et la pertinence d'un matériau comme la terre, qui à première vue est considéré comme un matériau friable, non durable et bas de gamme. Mais en fait, c'est un matériau qu'on trouve par terre, partout, qui n'est pas cher, en théorie, en tout cas dans certaines parties du globe. Aujourd'hui, le problème, le défi de la construction en terre, c'est non pas sa pertinence en termes de confort et de beauté esthétique, mais c'est de remettre en place une économie autour de ce matériau pour qu'elle soit viable par rapport à d'autres matériaux beaucoup moins écologiques par rapport aux défis de réchauffement climatique. La terre, donc, c'est un matériau qu'on trouve en abondance partout, qui a une très bonne inertie thermique. Quand elle s'abîme, c'est facilement réparable. C'est un matériau qui n'est pas seulement visuel, mais qui est aussi tactile. C'est un matériau où quand les gens passent devant un mur en terre, généralement, c'est quelque chose qu'elle met en avant. Les gens s'approchent du mur et ont envie de le toucher. La terre est en train de devenir un matériau très tendance. Là, j'ai visité il y a quelques semaines un immeuble de logements sociaux à Boulogne-Billancourt, construit en terre, avec des murs de façade entièrement en terre. J'ai visité aussi une école à Nanterre, construite en terre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent autour de la terre. Et à chaque fois, les visiteurs sont bluffés, non seulement par la beauté esthétique, mais aussi par le confort. Donc voilà, c'est un matériau qui est extrêmement pertinent dans les défis qui s'annoncent en termes de réchauffement climatique. Et bien sûr, c'est un matériau qui a un faible bilan carbone. Pas besoin de le passer en machine. Il y a juste besoin d'un peu de main-d'œuvre pour la mettre en œuvre. Mais c'est un matériau voilà, qui a un énorme potentiel. Et aujourd'hui, on pense
On pense à la terre comme un matériau un peu ringard, mais pendant des millénaires, on a construit en terre dans la plupart des régions en France. Je pense notamment à la Bretagne, où contrairement à ce qu'on pourrait penser, les maisons traditionnelles ne sont pas construites principalement en granit. Quand on se promène dans les terres en Bretagne, eh ben, les maisons sont construites en terre. Donc oui, construire en terre, c'est durable. Ça demande de l'entretien. C'est assez facile à entretenir, hein. C'est un des points fondamentaux à prendre en compte pour l'écologie actuelle, c'est de faire des choses réparables. Oui, on peut faire des fenêtres en PVC qui vont durer dans le temps et qui vont demander aucun entretien. Seulement le jour où on n'en a plus besoin, eh bien, on ne sait pas quoi faire de ces matériaux. La terre, c'est comme construire au crayon à papier et non pas au stylo indélébile. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans l'architecture ancienne, et notamment en Afrique, que je connais un peu. C'est que quand on construit au crayon à papier, c'est-à-dire qu'on construit quand on a besoin. Et le jour où on abandonne la maison, le bâtiment va disparaître. On ne va pas laisser d'empreinte sur le site qu'on a occupé. Et ça, c'est très important. Là, on est en train de tartiner nos paysages français de pavillons en béton. Le jour où le pavillon n'a plus d'utilité, est abandonné par ses propriétaires, et ben, on ne saura pas quoi faire de ce bâtiment. On aura pollué le sol, on ne pourra pas à nouveau le redonner à nos agriculteurs. Donc, c'est très, très important aujourd'hui de construire, de savoir construire et de penser à l'après-occupation du sol et de savoir remettre en état. Quand on fait une fête, eh ben, on nettoie après, on remet en état. Ben, quand on doit construire, on doit penser à la remise en état après l'utilisation du bâtiment. Savez-vous si le travail d'Anna a été reconnu par ses pairs? Anna a reçu plusieurs prix, notamment pour moi le prix le plus prestigieux, qui est le prix Aga Khan. Le prix Aga Khan est un prix qui est décerné à des architectes qui réinventent les traditions architecturales dans les mondes musulmans. C'est pas forcément religieux, ça peut être une mosquée, ça peut être un hôpital, ça peut être une école, ça peut être un musée. Il y a des projets très high-tech comme le projet d'Institut du monde arabe à Paris. Et il y a des projets beaucoup plus modestes comme le projet d'Anna ou d'autres architectes. Les prix généralement qui sont décernés félicitent une approche où on remet en avant des techniques du passé en les adaptant à nos besoins actuels et en leur trouvant une nouvelle modernité. Ce n'est pas du tout des projets de type pastiche, c'est des projets très innovants, mais qui s'appuient sur les techniques anciennes, avec l'idée qu'on ne réinvente pas forcément l'eau chaude, que nos ancêtres ont fait des choses magnifiques et qu'en s'appuyant sur leurs connaissances, on pouvait réinventer des solutions pour nos défis d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, du travail d'Ehringer? Le travail d'Eringer est pour moi extrêmement pertinent. Elle met le doigt sur quelque chose qui est très important, sur un questionnement qui m'obsède depuis très longtemps. C'est pourquoi l'architecture ancienne, populaire, est plus belle que l'architecture d'aujourd'hui. Je parle de l'architecture populaire. Bien sûr, on sait faire de très beaux bâtiments aujourd'hui, on sait faire de très beaux musées. En revanche, quand on regarde la grande majorité des constructions, et notamment des constructions pour les habitations, eh ben, on est un peu horrifié osant dire les choses, de la mocheté des immeubles qu'on construit ou des maisons qu'on construit. Pour moi, elle a mis le doigt sur une des raisons, c'est qu'autrefois, les habitants étaient impliqués dans le processus de construction et ils élaboraient leur maison. Aujourd'hui, les futurs habitants consomment leur maison. Ils n'élaborent pas leur maison, ils la consomment. Ils achètent, ils achètent pour revendre, mais ils ne vont pas prendre part à l'élaboration de leur maison la plupart du temps. Pour moi, c'est le secret de la beauté architecturale vernaculaire. L'architecture vernaculaire, c'est l'architecture traditionnelle qui est faite sans architecte et qui est le résultat d'une géographie, d'un climat, d'une culture et des matériaux disponibles. Et c'est exactement ce que fait Anna Ehringer avec son architecture. Elle utilise les matériaux disponibles, la main-d'œuvre disponible, et elle implique les habitants dans le processus de construction. Elle redonne du sens, en fait. Elle redonne du sens à une architecture, et c'est ce qui fait la beauté de l'architecture traditionnelle, l'architecture vernaculaire, c'est que c'est une architecture qui a du sens. Aujourd'hui, construire un pastiche d'immeuble haussmannien ou ce que j'appelle une maison Monopoly au fin fond de la campagne française, avec des matériaux qui ont traversé le monde entier, ça n'a pas de sens. Et pour qu'on ait une architecture de qualité, qu'on ait une architecture belle, il faut que les futurs habitants s'impliquent dans ce processus de construction d'une manière ou d'une autre, avec la complicité de l'architecte, avec le savoir-faire de l'architecte, mais ils doivent s'impliquer. Il y a une autre chose importante dans le travail d'Ehringer, elle parie sur le low-tech. On a besoin du high-tech,
Mais le high-tech ne va pas tout résoudre, selon moi et selon beaucoup d'architectes et selon Anna Ehringer. C'est le low-tech qui va nous aider, plutôt que de construire des usines à gaz que les habitants ne savent pas maîtriser, et ben, en construisant simple, en construisant beau, avec du qualitatif, on arrivera à faire une architecture qui fonctionne. Faire une architecture écologique, finalement, c'est très simple, hein. Il suffit de prendre un bâtiment et de bien l'orienter, de faire les ouvertures là où il faut, de prévoir une aération, de faire une bonne isolation si nécessaire par rapport au climat. Finalement, c'est des petites astuces qu'on retrouve dans l'architecture traditionnelle, l'architecture vernaculaire. Et toutes ces solutions, elles sont utilisables pour faire une architecture moderne, belle, contemporaine. Le problème de l'architecture du XXe siècle, c'est qu'elle s'est affranchie du climat, elle s'est affranchie de la géographie et du lieu pour faire une architecture, ce qu'on appelle l'architecture internationale, où on faisait les cubes en verre en Afrique, aux États-Unis, en Europe, peu importe le contexte local, on construisait la même architecture partout, en pensant que c'était moderne. On construisait en béton, bien sûr, et pour que ce soit vivable, on utilisait des climatiseurs ou des chauffages ultra performants. Aujourd'hui, l'énergie coûte cher et on se rend compte que en orientant le bâtiment de telle façon, en faisant des ouvertures à tel endroit, en créant une aération de telle manière aussi, on pouvait construire simple, de façon pas chère, et adaptée, et généralement l'architecture est plus belle parce qu'elle a plus de sens. L'architecture doit faire rêver, c'est très important pour moi, elle ne doit pas enfermer, elle doit ouvrir vers l'imaginaire, elle ne doit pas l'enfermer entre quatre murs. Et pour terminer, en un mot, en une phrase, quelle est votre vision de l'architecture ? En gros, si je dois dire une phrase, c'est que l'architecture, c'est pas fait pour construire des murs, mais c'est pour ouvrir les fenêtres. Merci beaucoup Pierre Gerlier. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.ecologihumaine.eu. À bientôt!